énergie interne pour un gaz parfait, on va considérer une mole d'un gaz parfait, son énergie interne est donnée par la relation U égale I sur 2 fois R fois T. Je rappelle que R c'est la constante des gaz parfaits, T c'est la température du système et U c'est son énergie interne. Le facteur I ici, c'est tout simplement le nombre de degrés de liberté des particules du gaz. Vous savez qu'un gaz peut être monoatomique, et dans ce cas-là, si vous voulez, il est ponctuel, les particules sont ponctuelles, leur degré de liberté I est égal à 3. Il n'a besoin, si vous voulez, un point n'a besoin que de 3 degrés de liberté pour être repéré dans l'espace. Par contre, si le gaz est diatomique, alors on a besoin de 5 paramètres pour le repérer dans l'espace. Et si j'ai un gaz polyatomique, ça si vous voulez c'est la généralisation un petit peu, c'est une dimension si vous voulez générale, 3 dimensions, nous avons besoin de 6 paramètres, pardon, c'est très connu, vous avez 3 coordonnées cartésiennes et 3 angles, donc ça veut dire que I égale à 6. Supposons que le système, que notre gaz parfait, subit une transformation qui le fait passer de l'état initial 1, caractérisé par la pression P1, le volume V1 et la température T1, à l'état 2, l'état d'équilibre thermodynamique 2, caractérisé par la pression P2, le volume V2 et la température T2. Alors, quelle est sa variation d'énergie interne? Bien, nous savons que l'état initial est un état d'équilibre, donc j'ai le droit d'appliquer l'équation des gaz parfaits pour cet état. Donc P1 V1 égale à RT1. Rappelons que j'ai pris une mole, donc N égale à 1 ici. De même, l'état d'équilibre 2, pour l'état d'équilibre 2, je peux appliquer aussi l'équation d'état des gaz parfaits, donc P2 V2 égale RT2. Alors sachant que U égale I sur 2 RT, l'expression de l'énergie interne, je vais calculer delta U. Delta U c'est U de l'état 2 moins U de l'état 1. C'est I sur 2 fois R, j'ai pris un gaz identique, il peut être monoatomique, polyatomique, etc. Donc le I est quelconque ici, fois R, T2 moins T1. Et à partir des équations P1 V1 égale à RT1 et P2 V2 égale à RT2, je peux déduire delta U en fonction de la pression et du volume de l'état initial et de l'état final. C'est I sur 2, P2 V2 moins P1 V1. Nous avions déjà vu que pour un gaz parfait, nous avions le rapport des chaleurs spécifiques ou des capacités calorifiques, ça revient au même. Cp sur Cv, c'est égal à la constante gamma, qui est une constante pour un gaz parfait. Nous admettons pour l'instant également que les relations suivantes. Cp moins Cv est égal à R, ce qu'on appelle la relation de Mayer, et Cv égale I sur 2 fois R. Alors avec ces deux relations-là et le rapport des chaleurs spécifiques qui est égal à gamma, on peut déduire la valeur de l'expression I sur 2 qui est égale à 1 sur gamma moins 1 et réécrire delta U, si vous voulez, en fonction de gamma, c'est 1 sur gamma moins 1, P2 V2 moins P1 V1. Ou bien, rappelez-vous, puisque CV égale I sur 2 fois R, I sur 2 fois R, alors ici je peux remplacer I sur 2 sur R par CV et donc écrire delta U égale CV directement, CV T2 moins T1 ou bien CV delta T. Alors ça c'est la variation de l'énergie interne qui est égale CV delta T. Donc c'est une constante, la variation de l'énergie interne c'est une constante, la variation de l'énergie, la variation de la température. Finalement, la différentielle de l'énergie interne, c'est CV fois la différentielle de la température. Donc cette expression-là, DU égale CV dt, cette expression différentielle, c'est ce qu'on appelle la première loi de Joule. Traitons maintenant une transformation infinitésimale réversible. Nous savons ce que c'est infinitésimal, nous savons ce que c'est réversible, alors nous allons donc utiliser tout le bagage vu dans le chapitre précédent pour pouvoir, si vous voulez, analyser ce genre de transformation. Supposons avoir un système thermodynamique caractérisé par les variables d'état P, V et T. D'après le premier principe,
La variation d'énergie interne, c'est la somme de W plus Q. Et la différentielle de l'énergie interne, c'est la somme des formes différentielles dW plus la forme différentielle dQ. Si vous voulez, les deux expressions sont équivalentes. Sachant que U est une fonction d'état, la variation de l'énergie interne, c'est tout simplement l'intégrale entre 1 et 2 de la différentielle dU. Donc c'est l'intégrale entre 1 et 2 de la somme de dW plus dQ. Si la transformation est adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Ça veut dire que la quantité de chaleur est nulle, et par conséquent, le travail, qui est l'intégrale entre 1 et 2 de dW, est égal tout simplement à la variation d'énergie interne. Donc finalement, dans cette transformation, qui est une transformation adiabatique, la variation d'énergie interne est égale au travail. Ici, le travail est indépendant du chemin suivi. Attention, ceci ne veut pas dire que W est une fonction d'état. Non, c'est un cas particulier. C'était une transformation particulière. De même, si j'ai une transformation pour laquelle le travail est nul, W entre 1 et 2 qui est somme de entre 1 et 2 dW égale à 0, alors c'est la quantité de chaleur cette fois-ci qui est égale à la variation d'énergie interne. Et on a ici aussi Q qui est indépendant du chemin suivi. Alors ceci ne veut pas dire que Q est une fonction d'état. Encore une fois, c'est tout simplement un cas particulier que nous sommes en train d'étudier. Alors essayons de déterminer maintenant les coefficients ou quelques coefficients calorimétriques, en particulier le coefficient L et le coefficient CV. Rappelez-vous que ces coefficients apparaissent dans les expressions différentielles, dans les formes différentielles de la quantité de chaleur échangée infinitésimale échangée entre un système et son milieu extérieur au cours d'une transformation infinitésimale. Si je choisis le couple de variables indépendantes T et V, la différentielle de DU peut s'écrire comme DU sur DT dt plus DU sur DV à T constante fois DV. C'est l'expression que j'appelle A. Si la transformation est réversible, dW égale moins PdV avec P, pression du système. Et dQ, je vais prendre donc l'expression qui contient T et V comme variable indépendante, dQ égale CV dt plus LdV. D'où du qui est dW plus dQ, c'est égal tout simplement, en faisant la somme et en factorisant, donc c'est L moins P dV plus CV dt, expression 2. Si j'identifie l'expression 1 et l'expression 2, je peux tirer la valeur de l'expression de L qui est égale à P plus DU sur DV à T constant et l'expression de CV qui est tout simplement DU sur DT à volume constant. Comme DU est une différentielle totale exacte, nous avons également, d'après le théorème que nous avons vu au chapitre précédent, la dérivée de CV par rapport à V à T constant, c'est égal à la dérivée par rapport à T de L moins P à V constant. Alors, deuxième fonction importante dans ce chapitre, après l'énergie interne, c'est la fonction enthalpie, qu'on notera par la lettre grand H dans les paragraphes précédents. Un paragraphe suivant, pardon. Alors, pour déterminer cette fonction, on va se baser sur l'expérience de la détente de Joule-Thomson. Et je vais essayer d'illustrer sur le schéma suivant, si vous voulez, ce que c'est l'expérience de la détente de Joule-Thomson. Il s'agit d'une transformation finie, un contraire de infinitésimale, c'est-à-dire elle va passer d'un état initial, un état d'équilibre initial 1, vers un état d'équilibre final 2, loin de l'état, si vous voulez, d'équilibre initial. Alors, c'est une transformation, j'ai dit, finie, adiabatique et irréversible. Donc fini, adiabatique, pas d'échange de chaleur, et c'est une transformation irréversible. Alors sur le schéma suivant, je considère deux cylindres qui communiquent par un petit tube muni d'un robinet à pointeau que je peux fermer et ouvrir. Donc le premier cylindre communique avec un deuxième cylindre ici.
Et dans le premier cylindre, j'ai un gaz, c'est la masse que j'ai colorée en vert. Donc ce gaz, il est emprisonné dans le cylindre via un piston soumis à une piston P1 soumis à la force F1. Et à l'état initial, le robinet étant fermé, donc le gaz occupe uniquement la partie gauche. La partie vide, c'est aussi un cylindre inautique avec un piston P2 qui est pratiquement collé sur, si vous voulez, le bas du cylindre, la partie extrême gauche du cylindre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune particule dans ce cylindre. C'est le piston P2 et bien sûr qui est soumis à la force F2. Ça peut être par exemple la pression atmosphérique ici. Et ici, ça peut être une force, si vous voulez, appliquée par un expérimentateur. Alors, l'état final, c'est quoi? L'état final, je vais ouvrir le robinet à pointeau et je vais pousser le piston P1 grâce à la force F1 de telle sorte que la totalité du gaz passe vers le cylindre 2, si vous voulez, comme le montre la figure, donc la masse verte ici. Donc il est soumis, ce gaz-là maintenant, via le piston P2, il est soumis à la force F2. Donc j'essaie de récapituler. Donc le dispositif expérimental est constitué de 2 cylindres identiques de section S, communiquant par un petit tube muni d'une vanne au robinet à pointeau. Dans l'état initial, le robinet étant fermé, le gaz est comprimé par le piston P1 soumis à l'action de la force F1 et donc à la pression P1 qui est égale F1 sur S. C'est l'état A qu'on peut caractériser par P1 qui est égal F1 sur S, V1 et la température T1. Le piston P2 est soumis à l'unique force F2 et donc à la pression P2 qui est égale F2 sur S qui peut être la pression atmosphérique. Alors, la transformation consiste à ouvrir le robinet de telle sorte que le gaz va se détendre, si vous voulez, et passer entièrement vers le cylindre de droite. Imaginons, pour réaliser cette expérience, que la pression P1 est tellement plus grande que P2, de telle sorte que tout le gaz donc, passe dans le cylindre 2. C'est donc une transformation fortement irréversible. L'état d'équilibre final est atteint lorsque tout écoulement de gaz cessera. C'est l'état B qui sera caractérisé par la pression P2 qui est égale F2 sur S, un volume V2 et une température T2. Quel est le bilan des échanges énergétiques entre le système et le milieu extérieur? La transformation étant adiabatique, on a donc forcément Q égale à 0. Parce qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur. Par contre, le piston P1 a travaillé sous l'action de des forces extérieures et le piston P2 a travaillé contre l'action des forces extérieures. On a donc W1, c'est la somme entre l'état initial et l'état final du déplacement de P1, c'est moins P1 dV, d'accord, avec le volume final étant nul pour cette partie-là, et le volume initial c'est V1. Donc le résultat de cette intégrale, c'est tout simplement P1 V1 qui est positif. Et c'est tout à fait conforme aux conventions de signes que nous avons adoptées, puisque c'est l'extérieur qui comprime le gaz, donc il lui communique du travail. Donc W est positif. W2 correspond au travail du piston P2 contre les forces extérieures. Donc c'est le passage, c'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de la position du piston. C'est moins P2 dV, donc il a travaillé sur l'action de la force P2, moins P dV, donc A